Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci, au revoir. On en parlait tout à l'heure, la Société de transport de l'Outaouais souhaite encourager le plus possible les usagers. Du pont Champlain, non seulement depuis près de la 417 sur la promenade Highland Park, sur la promenade Tichiziki, direction ouest, un peu de lenteur après Parkdale, sens inverse, un demi-kilomètre de refoulement. Et merci à Antoine qui m'a signalé la présence d'une autopatrouille et véhicule de promenade immobilisé à droite, là, tout au bout de la bretelle, en provenance des boulevards du Casino et Saint-Raymond sur la Sainte-Sud. Et c'est toujours occupé de ce côté. L'émission Sur le vif se poursuit jusqu'à 18h avec Marie-Jeanne Dubreuil et toute son équipe. Là, je m'adresse aux utilisateurs de transport en commun. Là. Quel mode de paiement est-ce que vous utilisez quand vous prenez l'autobus? Le billet? Mensuel, au moins avoir leur titre dans leur poche en tout temps. Les gens ont une plus forte propension à prendre le transport en commun. Donc, moi, je me rappelle, dans les années 90, quand j'étais étudiant à l'école secondaire Mont-Bleu, les gens de Hall, les étudiants, eux, ils avaient la part de la STO qui était donnée à tous les mois. Alors, au lieu, comme d'autres juridictions, qu'on leur donnait seulement l'aller-retour école, la STO leur donnait une passe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de septembre à juin. Et ce qu'on s'était aperçu, c'est que ces gens-là avaient une plus forte propension à l'utiliser pour les déplacements hors école. Et plus tard, ils vont continuer beaucoup plus à l'utiliser. Alors, avoir la carte mensuelle encourage les gens à le prendre plus. Et ça, c'est l'objectif final du transport en commun. Est-ce que c'est une... Aussi, il ne faut pas oublier la STO avec ces bonnes vieilles machines à sous qui déchirent l'argent papier comptant, fait en sorte qu'on ne peut pas payer en comptant et que si on le met, aussi bien le jeter à la poubelle parce que la STO ne peut rien faire avec ses billets déchiquetés. Mais là, je peux pas m'empêcher de penser à quand j'étais en Écosse il y a presque 10 ans et qu'à cette époque-là, je pouvais déjà taper ma carte de crédit pour... Et les membres de famille m'informent qu'il y a des longues listes d'attente dans les stationnements des grands complexes gouvernementaux. Et c'est le retour à l'ancien régime. Ça va être intéressant de voir la suite des choses, mais on sent qu'il y a cette réflexion qui est en cours là, du côté de la Société de transport de l'Outaouais. Pierre Barriot, je rappelle que vous êtes expert en planification. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand plaisir. À très bientôt. Pierre Barriot, qui est expert en planification des transports et chargé de cours au département d'études urbaines et touristiques à l'UQAM. Téléchargez l'application Radio-Canada Audio et suivez-nous dans tous vos... irrégulières aux États-Unis. Et la Cour suprême en a rajouté en disant, grosso modo, que les agents peuvent se baser sur des impressions sur la couleur de la peau ou sur l'accent des personnes pour les interpeller dans la rue. Et donc, on en est rendu là, c'est-à-dire qu'il y a du monde qui se sont organisés soit pour se sauver ou pour un peu protéger les membres de la communauté qui sont visés par ces raids-là. Et ben, ça s'est fait à Chicago, ça s'est fait à Los Angeles, ça s'est fait un peu partout aux États-Unis. Puis là, ben, en Minnesota, ben, il est arrivé ce qui est arrivé. Il y a une dame qui a été tuée. Puis bon, ben, la population s'est encore plus mobilisée et les agents se sont, entre guillemets, radicalisés. J'ajoute à ceci que le ICE, qui avait quelques milliers d'agents jusqu'à tout récemment, est rendu autour de 20-22 000 agents. Donc, on a recruté très rapidement à peu près n'importe qui avec un minimum d'entraînement. Et l'entraînement qu'on leur donne, c'est pas d'interagir avec la population civile. Et d'ailleurs, M. Pretty, selon les autorités, il faisait partie de cette manifestation. Interpellés par des agents fédéraux et des miliciens arrivés de nulle part avec des gilets pare-balles et des fusils d'assaut ont, en guillemets, défendu cet homme-là. Et finalement, les agents fédéraux se sont retirés. Donc, visiblement, quand on est blanc et qu'on a un chapeau de cow-boy, les choses se passent d'une certaine façon. Maintenant, on est dans ce qui est, pas dominé, mais disons, mené par la NRA. Oui. Caroline Leavitt, qui est la porte-parole de la Maison-Blanche, a commenté les événements de samedi. Elle a mentionné qu'il y aurait enquête, que le président suivait la situation, qu'il désirait aller au fond des choses, tout en mentionnant que c'était les démocrates qui alimentaient le tout. Est-ce qu'on peut s'attendre à une enquête crédible? Ben là, oui, effectivement, c'est un gros problème. Les actions qui sont posées depuis plusieurs mois aux États-Unis par le gouvernement fédéral enlèvent beaucoup de légitimité à ces mêmes agences-là et à la justice. L'instrumentalisation du département de la justice par le président aussi nuit
à l'impression d'impartialité du système, et une enquête qui serait dirigée à partir de Washington ou d'une agence fédérale, évidemment, n'aura pas, je dirais, la crédibilité d'une enquête qui serait menée par des autorités locales ou en collaboration avec des autorités locales. J'ajoute à ce sujet-là que lorsque la première victime, Mme Good, qui a été abattue par des... Saint-Joseph, direction nord pour accéder à la bretelle de virage pour le pont Alonzo-Wright. Et aussi, si on arrive depuis Chelsea via la 105, ça refoule depuis au moins le chemin Loretta. Boulevard Fournier, c'est depuis le cimetière jusqu'au pont Lady Aberdeen. Et de l'attente à prévoir pour les accès à l'autoroute Guy Lafleur aux endroits familiers par la 5 Sud, 5 Nord et par des animatières au carrefour giratoire Saint-Joseph. 16h30, on passe aux informations. Patricia, après une fin de semaine de froid extrême dans la région de la capitale nationale, c'est la neige qui était au rendez-vous dimanche soir. Oui, et les conditions sur les routes étaient difficiles aujourd'hui. Mario en parle de toute façon, nous en parle régulièrement. Là, Anne-Marie Tréqui est ici pour faire le point. Anne-Marie, on parle malheureusement d'une collision mortelle ce matin sur la route 105 près de Maniwaki. Voilà, donc l'accident a eu lieu ce matin à Egan Sud, environ 2 heures au nord de Gatineau. Selon la Sûreté du Québec, les policiers se sont rendus sur les lieux vers 7 heures ce matin pour une collision impliquant une voiture et un camion lourd. Le véhicule aurait percuté le camion lourd, possiblement après une manœuvre de dépassement. L'homme, le conducteur, a subi des blessures graves, mais sa vie n'est pas en danger, alors que la passagère, son décès a été constaté au centre hospitalier par la suite. Donc la route, pour le moment, la route 105 est toujours bloquée, selon la SQ, parce que des enquêteurs sont toujours sur place pour faire l'analyse de la scène. Donc on peut entendre l'explication de l'agent d'information de la Sûreté du Québec en Outaouais, Marc Tessier, qui nous donne un peu plus de détails sur ce processus. Mais il faut comprendre que dans ce genre de dossier-là, c'est une enquête criminelle. On ne sait jamais s'il pourrait y avoir des accusations criminelles au niveau du conducteur ou minimalement constat d'infraction, étant donné que, selon les premiers éléments, la personne aurait effectué un dépassement. Il faut voir à ce moment-là si le dépassement, 1, était légal, 2, est-ce que c'était approprié de faire un dépassement dans les conditions routières qu'on avait ce matin. Donc, c'est pour ça que c'est toujours fermé là, le temps que les policiers finissent l'enquête. Par contre, il y a un détour qui a été mis en place. Donc voilà, il dit que la route risque d'être bloquée pour encore quelques heures, mais ça va ouvrir normalement d'ici ce soir. Éventuellement. Et là, la Sûreté du Québec, outre cet accident, parle d'une trentaine de sorties de route aujourd'hui. Exactement. Il faut le souligner, il s'agit des sorties de route où la police, bien sûr, a été appelée. Donc, selon la SQ, sa situation cet après-midi s'est quand même améliorée si on compare à ce matin. Il reste que pour les services de remorquage à Gatineau, les appels ne cessent de rentrer, en fait, avec des équipes sur le terrain qui travaillent depuis tout ce matin pour répondre à la demande. C'est notamment le cas chez Remorquage Henry. Donc, voici la vice-présidente du groupe Marc Dubé et Remorquage Henry, Catherine Bellefoy, qui, elle, indique que la compagnie a reçu aujourd'hui une 60aine d'appels. C'est le double qu'en temps normal. Il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de sorties de route, il y a beaucoup de treuillage, il y a beaucoup de véhicules qui ne partent pas. Évidemment, on priorise tout ce qui est accident, sortie de route et tout. Alors, juste avec ça, on est extrêmement occupés. On est pas mal actifs, on est capable d'en faire beaucoup. C'est certain que les délais sont plus longs, donc il y a des gens peut-être qui décident d'attendre au lendemain ou pas attendre. Donc, mais oui, c'est pas mal dans le top de nos capacités. Sinon, Patricia, du côté de l'Est ontarien, la police provinciale fait état de près d'une centaine de collisions et de sorties de route dans le secteur, et on continue de demander d'adapter la conduite, même si la tempête semble avoir passé. Il faut quand même continuer de faire attention et de prendre son temps sur la route. Oui, soyez prudents. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci, au revoir. On en parlait tout à l'heure, la Société de transport de l'Outaouais souhaite encourager le plus possible les usagers à utiliser la carte à puce multi pour leur déplacement. La carte à puce fait maintenant partie des incontournables quand vient le temps de prendre l'autobus à Gatineau. Une stratégie qui a plusieurs avantages pour le transporteur et qui démontre que les temps ont bien changé. Explication, Alexandre Anger. Selon les données de la Société de transport de l'Outaouais, plus de 9 personnes sur 10 utilisent la carte multi pour payer leur droit de passage. Le tarif unitaire avec multi coûte 4 $ comparativement à 4,75 $ en argent comptant. Cette stratégie de la STO est d'inciter les usagers à adopter le porte-monnaie électronique. Pour la responsable des affaires publiques à la STO, Josée Lafleur, la carte multi laisse des traces. Chaque fois que quelqu'un monte à bord d'un autobus, va taper, valider sa carte, ça nous indique le jour, l'heure et l'endroit où la personne est montée sur le réseau. Ça nous permet de mieux planifier. Depuis la pandémie,
Les abonnements mensuels ont perdu de leur popularité. Je recharge à tous les mois. Je suis ici seulement 3 jours par semaine. J'achète des billets. Ça dépend de la période. L'expert en transport Pierre Barillot rappelle que le service à la STO dépend des travailleurs. Les destinations secondaires sont relativement limitées sur le réseau de la STO. On peut penser entre autres au cégep. Mais malgré tout, c'est un réseau. Merci, Patricia. Non. 16h35, c'est une course à deux qui s'annonce pour obtenir la chefferie de la coalition Avenir Québec. L'ancienne ministre de l'Énergie, Christine Fréchette, et l'ancien ministre de la Commission de la Relève. Écoutez, ils viennent de s'annoncer. On n'a pas encore leur programme. On va prendre le temps de discuter avec les deux candidats, savoir qu'est-ce qu'ils ont proposé, puis aussi leur faire part de nos préoccupations. On avait déjà amorcé un travail de consultation de nos membres pour voir cibler nos priorités, donc on va avoir des discussions avec eux. Donc pour le moment, écoutez, ils commencent sur la ligne de départ tous les deux. Mais d'ailleurs, quelles sont-elles, ces priorités-là pour la Commission jeunesse? C'est sûr que de notre côté, la priorité pour, en fait, ce qu'on recherche chez un chef, c'est l'unité dans le parti. La personne qui va gagner va quand même avoir la tâche de s'assurer que le parti de la coalition Avenir Québec, qui est une coalition, ça le dit, reste uni. Et c'est vraiment une qualité qui va être majeure chez un chef. Pour ce qui est des priorités, on a commencé à travailler là-dessus, mais on va consulter nos membres pour vraiment s'assurer de la meilleure représentativité possible. Parce que vous parlez d'unité, on s'entend que ça n'a pas été facile pour la CAQ dans les dernières années, notamment des ministres qui sont partis pour la loi 2, notamment, là, je pense à celle-là. Donc, qu'est-ce que ça va prendre pour garder cette unité-là, selon vous? Je pense que les deux sont d'excellents choix qui peuvent incarner les deux côtés de la médaille. Donc, c'est juste de leur donner la chance d'exprimer vraiment leurs idées, et c'est là-dessus que la campagne... en fait, ils vont faire cette campagne, ils vont expliquer leur programme, leur vision pour le parti, puis on va les écouter à ce moment-là. Il reste encore des questions qui ne sont pas tout à fait répondues. D'ailleurs, il y aura 2 débats dans cette course-là. Est-ce qu'ils vont être décisifs dans le choix des membres du parti, selon vous? C'est sûr que ça va permettre aux membres du parti, nous les jeunes, on veut aussi assister à ces débats-là pour poser des questions, justement, faire part de nos interrogations, faire part de nos préoccupations aussi, puis voir un peu ce que les candidats proposent. Donc, c'est certain que les débats, nous les jeunes, de faire des propositions pour le parti. Donc, moi, j'ai vraiment espoir que les Québécois vont apprécier ce qu'on va proposer. Le ou la future chef sera choisi le 12 avril prochain. Les élections provinciales qui s'en viennent au plus tard, là, à l'automne prochain, est-ce que vous pensez que ça va être suffisamment de temps pour se faire connaître de la part du nouveau chef auprès des citoyens avant les élections? Pour ce qui est du temps, comme vous l'avez dit, ça va être en avril, donc je crois que ça va être suffisant pour démontrer une vision de où le parti va s'en aller, puis on va avoir confiance, peu importe qui gagne, que la vision de la CAQ pour les prochaines années va être bien montrée, puis à ce moment-là, les Québécois vont pouvoir faire un choix éclairé. Ce serait intéressant de voir où est-ce que vous allez vous positionner, les jeunes caquistes, dans cette course à la... Carrefour giratoire Jean Pau pour la bretelle de virage vers le pont Alonzo-Wright. Sur Saint-Raymond, là, à partir de la rue Richer, direction ouest jusqu'à Cité-des-Jeunes, on est assez nombreux également. L'accès à l'autoroute Guy Lafleur, refoulement dans la bretelle en provenance par la 5 Sud, en provenance des boulevards du Casino et Saint-Raymond, débordement dans le secteur. Par le pont McDonald-Cartier, ça refoule depuis King Edward et ensuite, là, c'est lent sur la 5 Nord. L'accès à l'autoroute Guy Lafleur par Montcalm et des Allumettes, quand même bien, mais ça va ralentir là, un petit peu plus loin près du pont d'étagement au-dessus de l'autoroute 5 et aussi là un peu avant et sur le pont des Draveurs. Le Queensway vers Canada
plus lent entre la sortie avenue Rue Nicolas jusqu'à près de March Eagleson à Canada. Bien sûr, c'est pas très aussi dense de façon égale sur toute cette longueur. Et en sens inverse, de la 416 jusqu'à la 174 au chemin de Montréal. Là aussi, là, plus dense, plus lent, mais parfois plus intense. Jonathan, il y a plusieurs joueuses de la charge qui se présentent ou qui se préparent, aux Jeux olympiques. Oui, pour se présenter à Milan, Cortina, pour les Jeux, en tout 8 joueuses. On peut y ajouter aussi l'entraîneur-chef Carla McLeod qui dirige la Tchéquie. Évidemment, on parle beaucoup de la rivalité canado-américaine. C'est normal parce que chaque édition depuis 1998, sauf en 2006, les deux pays se sont affrontés. Il reste encore un match à la charge avant de quitter pour l'Italie. Toutes les joueuses donc ont mentionné vouloir se concentrer sur la partie de mercredi, mais on est aussi fébrile quand même à l'idée de partir. Et écoutons Rania Savolainen là-dessus. Enjoy. I mean, obviously Olympics is a big thing, but at the same time you just go there and play your best hockey, and you know, outside of hockey we're just gonna enjoy as a team and have a lot of fun. So you just more like play your game. Alors il faut en profiter, s'amuser, le plaisir c'est la clé dans le tournoi de Savolainen. Il faut aller là-bas jouer notre meilleur hockey, mais aussi avoir du plaisir en équipe avec nos coéquipières. Savolainen en sera ses 3e jeux, la Finlande qui a remporté la médaille de bronze à plusieurs reprises. Côté masculin, le Canada mise surtout sur James Crawford qui sera le meneur d'une équipe de 5 skieurs. Et en ski cross, il y a le duo d'athlètes de la région habituelle qui pourra encore une fois vivre les Jeux olympiques en famille. Jared et Anna Schmidt sont frères et sœurs. Ils ont tous les deux été choisis sur l'équipe. Jared avait terminé 10e à Pékin, alors que Anna avait fini 7e. Le ski cross, c'est à la toute fin des Jeux, le 20-21 février. Les compétitions de ski alpin un peu plus longues, là, du tout début, 7 février jusqu'au 18. Tellement impressionnant, ces compétitions-là. On parle de soccer maintenant. Il y a un nouveau joueur de l'Atlético Ottawa qui a les yeux rivés sur la Coupe du Monde. Oui, on pourrait avoir, dans le fond, 2 joueurs à la Coupe du Monde de soccer cet été, parce que Jonathan David, qui a sa place assurée avec le Canada, un attaquant très important, mais le nouveau gardien de l'Atlético Ottawa, Garrison Innocent, lui, il a la double nationalité française-haïtienne, a déjà porté les couleurs d'Haïti. Écoutons-le. Mon objectif, c'est de pouvoir m'améliorer au quotidien, d'apprendre des nouvelles méthodes de travail et apprécier un nouveau championnat que je ne connais pas du tout. Et je sais que c'est un championnat qui va très très vite et j'aime bien les nouveaux challenges. L'équipe nationale, c'est une très grande fierté de pouvoir se qualifier à la Coupe du Monde. Maintenant, j'ai signé à Ottawa. Maintenant, mon challenge, c'est de performer en club. Et si le coach m'appelle en sélection, ça serait une fierté, mais probablement, je suis focus avec mon club. Alors, son objectif, c'est de bien faire au club, mais on le comprend pour éventuellement retourner dans le maillot des Grenadiers. Garrison Innocent arrive ici avec la dure tâche de remplacer quand même le capitaine Nate Ingham. C'est un des meilleurs gardiens de la première ligue canadienne de soccer. Il a mené l'équipe au championnat la saison dernière, mais pour lui, il assure vraiment qu'il n'y a pas de pression. Il dit, écoutez, j'ai vu que c'était le capitaine, qu'il a fait de belles choses ici, mais c'est une page qui se tourne. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il pourra le faire? Parce qu'on parle beaucoup de sa formation au PSG. Là-bas, il a côtoyé de grands joueurs. On parle beaucoup de potentiel chez Garrison Innocent qui voudra vraiment faire sa place ici. Et s'il remporte son pari, il aura tout un défi au Canada, au Mexique, aux États-Unis en juin-juillet, parce qu'on fera face du côté d'Haïti à l'Écosse, des matchs contre le Maroc aussi et le Brésil. Alors, un beau défi à venir. Absolument. Merci, Jonathan. C'est le premier lieu de retour Consigne Action Plus à Gatineau, dans la région de l'Outaouais. Il y en a 31 au Québec. La différence entre un lieu Consigne Action et un lieu Consigne Action Plus, eh bien, c'est un site qui est plus grand, plus équipé et qui offre un traitement plus rapide des contenants consignés. Jean-François Lefort est vice-président stratégie à l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons. C'est un site qui est vraiment en avant-garde. On met la technologie à la disposition des citoyens directement. Donc, les citoyens avec le retour en vrac peuvent venir retourner des contenants en vrac, évidemment, verser leurs contenants tout mélangés dans la cuve de la machine. Dans les épiceries auparavant, 1,5 million, 2 millions et surchauffe. Donc, on est vraiment ailleurs en termes de capacité de site. On a accès aussi au retour express avec l'application mobile et au retour à l'unité. Donc, c'est ce qui fait du système québécois le système le plus avancé au monde. Il est encore possible de retourner
ces contenants chez un détaillant, chez un épicier, mais 40%, là, c'est ce que me disait M. Lefort, des contenants qui sont actuellement retournés, eh bien, le sont dans des lieux de consignation. Alors, bien sûr qu'on vise un 90% là, de taux de récupération d'ici 2032, mais on est quand même déjà à 40% des contenants consignés qui le sont dans des lieux de consignation. Et le but, au final, c'est quoi? Ben, c'est de fermer les distributrices dans chacune des épiceries, d'avoir seulement des lieux consignation et consignation plus à travers le Dans la région de Gatineau, la reprise va être uniquement faite dans nos sites, mais avant de pouvoir faire ça, il faut les ouvrir. Puis on travaille très fort pour la collaboration de la ville, bien sûr, avec la disponibilité des locales, d'essayer d'ouvrir le plus rapidement possible des lieux d'auto. Ça va quand même demander aussi un changement d'habitude pour les consommateurs. Mais bon, comment est-ce que les détaillants réagissent, Gabriel? Ben, c'est une bonne nouvelle parce qu'on avait l'impression pour les détaillants que c'était un boulet là, qui traînait depuis plusieurs années. Pour eux, c'est beaucoup de gestion, là, gérer les retours de contenants dans les épiceries. Alors, l'Association des détaillants en alimentation du Québec nous dit que c'est une bonne nouvelle, que ça va permettre aux détaillants du secteur de souffler un peu de front commun pour une gestion écologique des déchets. Karel Ménard explique pourquoi Gatineau a dû attendre au 26 janvier 2026 pour avoir son premier Consignation Plus. Premièrement, faut trouver les emplacements. Faut implanter c'est un petit centre de tri, hein, les Consignations Plus. Donc, il y a vraiment des convoyeurs à l'arrière, il y a des employés. C'est quand même assez gros là, comme je ne vais pas dire magasin, mais installation. Donc, il y a ça, il faut trouver le local, il faut avoir les permis. Donc, il y a un petit peu de gestion. On parle de 400 sites à travers le Québec, Consignation Plus et Consignation Ordinaire. Donc, c'est sûr qu'il y a toute une logistique. C'est aussi une nouvelle, ce qu'on appelle un nouvel organisme de gestion désigné. Donc, Consignation, même s'il existait avant sous un autre nom, mais officiellement, ils sont quand même relativement nouveaux. Il y a beaucoup de travail à faire. Et je vous rappelle que Québec avait reporté en fait la dernière phase de l'élargissement de la consigne qui vise notamment les contenants de verre qui ne sont pas déjà consignés comme les bouteilles de vin et les bouteilles de spiritueux. C'était initialement prévu pour 2025, cette troisième et dernière phase. Maintenant, on vise, je vous rappelle, le 1er mars 2027 pour l'élargissement de la consigne aux bouteilles de verre, dont les bouteilles de vin et spiritueux. Pendant ce temps, il y a plusieurs résidents du Québec qui continuent de traverser la frontière et d'aller vendre leurs bouteilles de 20 cents en Ontario, les bouteilles achetées à la Société des alcools du Québec. Mais le contraire est aussi vrai maintenant depuis l'élargissement de la consigne. Il y a des Ontariens qui viennent profiter de l'élargissement de la consigne au Québec pour vendre leurs contenants de plastique qui ne sont pas consignés chez eux.